Ici. Donne la parole. Hello à tous, vous êtes dans l'émission Art de vivre, ne zappez pas, ça risque de vous plaire. Alors cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir Ronit Cohen. Ronit Cohen, bonjour. Bonjour. Alors, on peut dire que vous êtes une femme de télévision, puisque vous avez contribué au succès d'émissions cultes, comme Ça se discute sur France 2, comme On a échangé nos mamans, comme La Nouvelle Star, l'année d'ailleurs où Amel Bent a été sacrée, a participé en 2004 à La Nouvelle Star, mais surtout des émissions comme Belle toute nue. Alors justement, quel souvenir, ma première question elle est simple, vous pouvez me regarder. Ouais. Quel souvenir vous avez et quelle anecdote vous gardez de cette période? Ah, alors d'abord, donc juste petite rectification, donc c'était plutôt jour après jour. D'accord. J'étais rédactrice en chef de l'émission Jour après jour, donc Jean-Luc Delarue. Donc voilà, oui, pas mal d'émissions de société où on allait chercher en effet la vie de gens comme tout le monde, hein, mais qui étaient confrontés à quelque chose de particulier. Et des anecdotes, c'est vrai que j'en ai plein, mais Nouvelle Star, c'était assez épique avec en effet Amel Bent. C'était l'année où Amel Bent était là et qui est partie avant, qui n'était pas finaliste, mais on était tous persuadés qu'elle allait rester. Et puis voilà, elle était déterminée. D'ailleurs, j'en garde un souvenir. Pour moi, ça reste une personne qui m'inspire beaucoup parce qu'elle est Pourquoi? elle était pas finaliste, elle a pas gagné la Nouvelle Star, mais n'empêche que derrière, elle a tenu bon, elle était déterminée. Et voilà, ces genres de figures hyper inspirantes j'y suis, j'y reste et je continue et je lâche rien. Donc ça, Amel Bent, ouais. Et puis, alors évidemment, Belle toute nue. Oui, Belle toute nue, la première saison. C'était un concept assez audacieux. Est-ce que vous pouvez Ouais. nous rappeler un petit peu le principe de cette émission pour ceux qui connaissent pas? Alors, Belle toute nue, c'était vraiment avant le body positive. Ça veut dire qu'on parle oui, c'était à peu près il y a 16-17 ans. Donc en France, évidemment, dans les médias, il n'y avait pas de femmes qui faisaient du 42, du 44, du 46. On voyait, évidemment, on voyait toujours les mêmes genres de filles, etc. Donc le challenge, il était gros. C'était de mettre à l'antenne des femmes normales, en fait. En fait, quand on voit les statistiques, c'était plutôt des femmes normales. Donc, puisque la majorité des femmes françaises font plutôt un 42, 44. Mais cette normalité-là n'était pas représentée dans les médias, qui correspond aujourd'hui à, par exemple, les femmes de plus de 45 ans. Il n'y a que 6 ou 7%. On va en parler plus tard. Oui, mais le challenge, il est toujours un peu gros, c'est un challenge un peu de taille, parce qu'en fait, on va dire aux gens, bah voilà, on va vous présenter quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir, et pourtant, c'est votre réalité. Donc, et le challenge, il était important parce que ça pouvait prendre comme ça pouvait pas prendre, en fait. Et la première saison, quand on l'a tournée, c'est vrai qu'on s'est dit, c'est magnifique, on était vraiment émus parce qu'on voyait ces femmes arriver, qui étaient des femmes complexées, qui n'arrivaient pas à sortir de chez elles. Et comment vous les avez sélectionnées justement, ces femmes? Parce que ça n'a pas dû être facile. Ah ouais, alors comment les sélectionner? C'est toujours pareil, hein, c'est des femmes qui étonnamment avaient perdu confiance en elles, mais qui avaient eu l'audace de nous écrire et l'audace de se tourner vers nous. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'était des femmes qui avaient envie qu'on soit avec elles. Et elles avaient des histoires touchantes, c'est des femmes étonnantes. Et en fait, c'était assez beau parce que devant nous, on a vu quelque chose se transformer. En fait, on a vu que elles avaient eu l'audace de nous écrire. Nous, leur a donné la permission d'exister et de sortir en fin de compte de leurs conditions, C'était en quelle année pour qu'on resitue un petit peu? C'était en 2009, 2008, 2009, je pense, si mes souvenirs sont bons. Ouais, 2009. Donc c'est à la fois lointain et proche. Très très lointain. Très très lointain. C'est une autre époque. Dans les mentalités. Moi, je me souviens qu'il y a eu une fois, donc le but c'était donc de les faire poser puis de projeter après leurs photos d'elles dévêtues. Je m'en souviens. Et un jour, on l'a projeté dans Paris et je me rappelle qu'on s'était fait plus ou moins arrêter pour. C'était la police qui est venue nous voir en disant vous projetez pas ça. Et moi à côté, il y avait une photo de sous-vêtements de femmes pas plus dévêtues que mon héroïne à moi. Et donc je leur dis mais pourquoi ce serait vulgaire là et pourquoi c'est pas vulgaire là en fait? Parce qu'elle fait un 34 en fait. C'est ça qui vous dérange, c'est que ce soit pas une publicité avec un corps, vous n'avez pas l'habitude. Bon, ça s'est un peu mal passé, mais tout ça pour dire que oui, on s'attelait vraiment à quelque chose qui était assez inédit. Et et c'est là qu'en fait, c'est ça intéressant, c'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment une possibilité quand on donnait la permission
quand on se donnait la permission, quand il y avait une communauté et quand il y avait de l'audace de changer vraiment la donne. Et ça fait partie aussi des choses que j'ai comprises plus tard par la science. Oui, alors justement, parce que le point commun de toutes ces émissions grand public, c'est qu'on part finalement de problématiques assez basiques du quotidien pour finalement peut-être en retirer quelque chose d'un petit peu plus collectif et d'un petit peu plus global. Vous, c'est quoi? C'est la matière humaine qui vous intéresse? C'est de mettre en avant l'humain? Comment vous travaillez aujourd'hui? Parce que vous êtes réalisatrice, productrice, vous proposez aussi du contenu sur les réseaux sociaux. C'est quoi votre impératif, vous, quand vous créez? Alors c'est assez intéressant parce que moi à la base je suis journaliste. J'ai commencé comme ça chez justement Jean-Luc Delarue pour les émissions d'investigation pour Zone Interdite, puis après pour Jour après jour. Donc moi à la base j'enquête. J'enquête pourquoi? Parce que j'ai toujours compris. Ça c'est un peu Spinoza qui le dit. Quand on comprend, on souffre moins. Donc en fait l'enquête nous permet, la curiosité nous permet en fait de comprendre les choses. On se ressemble tous. On est tous faits de la même chose, des plus ou moins des mêmes désirs, des mêmes projets, des mêmes envies. Donc raconter une histoire hyper intime, ça va être quelque chose de très universel. Et on le voit en fiction, les séries qui marchent le plus sont des séries qui racontent des choses très très intimes, parce que je suis aussi auteur de séries très très intimes, mais qui du coup résonnent en nous. Et l'art en général travaille ça. Ça veut dire plus on va dans l'introspection, plus on va chercher des choses fortes et authentiques, plus ça va résonner parce qu'en fin de compte, on est tous les mêmes. Et c'est assez drôle parce que cette expérience avec Delarue qui a duré plusieurs années télé, elle revenait quand même à la conclusion de se dire, on est plus ou moins dysfonctionnels. Tout à fait. On a tous besoin des mêmes choses. Et en fait, si on commençait à se regarder avec un regard différent, nous et les autres, si on développait une curiosité envers nous et les autres, on vivrait mieux. Parce que les émissions de Delarue, c'était pas du voyeurisme, c'était une façon de dire, de mettre à l'antenne aussi des gens qui avaient quelque chose à dire, qui avaient aussi quelque chose à montrer et qui pouvaient être tabou des fois, qui pouvaient être honteuses. Mais le fait de le dire, non seulement ça enlevait la place à la honte, ce qui est super important, mais aussi ça rassemblait les gens parce qu'on est tous un peu comme ça. Tout le monde se reconnaissait. Et surtout, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un débat qui est encore plus d'actualité que même avant, parce qu'il faut affirmer sa singularité tout en étant authentique. Et c'est comme ça aussi qu'on peut régler aussi des problématiques intimes et donner la permission aux autres finalement de sortir de l'obscurité. Exactement. Et c'est pour ça aussi qu'en fin de compte, cette curiosité, elle est salvatrice. Elle peut aider beaucoup de gens. Et moi, c'est devenu vraiment un truc. Si vraiment, donc je travaille aussi avec des groupes de femmes, j'accompagne, j'ai d'autres activités à côté. On va y venir. Alors justement, depuis 2018, je sais que vos créations ont pris un tournant un petit peu plus personnel, c'est-à-dire que vous avez décidé de vous consacrer, on va dire, aux femmes et de les mettre en avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix et quel a été finalement votre cheminement? Pourquoi la femme, pour vous, est une matière comme ça passionnante et inépuisable? Alors, oui, c'est passionnante et inépuisable. Alors, j'ai toujours travaillé sur les femmes. D'ailleurs, j'ai fait à l'époque, donc c'était encore une fois il y a 17-18 ans, un reportage par exemple pour Zone Interdite sur le viol dans les campus. Les émissions qu'on faisait chez Delarue, c'était assez féminin aussi. La femme m'a toujours intéressée. Mais c'est vrai que en 2017, j'ai dû retourner cette curiosité vers moi parce que j'ai perdu au sens figuré comme au sens propre ma place entre guillemets. Ça veut dire que je devais me refaire au travail une place, vous réinventer finalement. Me réinventer et puis même j'avais perdu ma confiance en moi parce que voilà, ça arrive comme dans tous les parcours professionnels, à un moment où on se dit ok, donc tout ce que j'avais été jusqu'à présent, qu'est-ce que je suis maintenant? Comment je me réinvente et comment je reprends l'histoire là? Et ça correspondait aussi à un moment où mes enfants ont grandi, etc. Donc il y a un moment où on se dit, ok, qui on est si on n'est plus la productrice de telle entreprise ou la mère des enfants ou qu'est-ce qu'on fait en fait? Et c'est là que j'ai entamé en effet une sorte d'enquête sur la confiance en soi, sur les femmes et sur les femmes plus de 45 ans, qui a abouti à un magazine que j'ai fondé avec Emmanuel Godonien, Konenki. On va en parler un petit peu plus tard. Mais en tout cas, juste pour revenir sur les femmes, excuse-moi parce que c'est vrai que je n'ai pas répondu. Donc en fait, pourquoi les femmes? Parce que tout simplement,
plus que les hommes, même s'ils ont leur lot aussi. Hein. On a, comme dirait Judith Butler, on réagit à des scripts écrits d'avance. On a des tonnes d'injonctions, des conditionnements. Et ce que j'avais commencé à entrevoir quand j'avais fait le reportage sur le viol dans les campus, ou ce que j'avais vu dans Belle toute nue, c'est-à-dire cette chape de plomb qui nous empêche d'être de nous-mêmes, ces injonctions, ce mal-être, ce pourquoi on est mal devant la glace, pourquoi aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est compliqué, etc. J'avais envie d'enquêter ça. Donc du coup, j'ai pris ma propre enquête personnelle. Je me suis dit, ok, mais moi, je veux savoir pourquoi moi, ma confiance en moi, elle est partie où. Donc c'est parti d'une introspection finalement personnelle. Ouais. Je me suis dit, ok, j'ai perdu ma confiance en moi, je vais la retrouver où? Ok, j'ai perdu ma place, je vais la retrouver où? Et en fin de compte, j'ai découvert au bout de cette enquête que on perd pas sa place simplement, on en change, on passe d'une place à une autre place et on la réinvente. On perd pas sa confiance en soi, on arrête d'essayer. Et ça vous a pris combien de temps justement beaucoup de temps. Cette introspection personnelle. Elle continue. C'est le travail d'une vie. En vérité, c'est le travail d'une vie. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui vont vous dire, lis un livre de développement personnel. Non, parce que le développement personnel, en fait, ça permet aux femmes de passer de gourou en gourou. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution. C'est impersonnel, c'est générique, justement. Générique. Et en plus, on sait très très bien que c'est pas en vous répétant aie confiance en toi, il y a qu'à faire ça. Ça ne marche jamais. La preuve, c'est que vous pouvez lire un livre de développement personnel, qui sont d'ailleurs écrits à 80% par les hommes et lus à 80% par les femmes. Cherchez l'erreur. Vous lisez un livre de développement personnel, vous partez patator à votre réunion, quelqu'un vous prend votre idée ou vous coupe la parole, vous allez voir que ça sert à rien de dire 10 fois devant la glace et confiance en toi. C'est pas ça. Le travail, il est bien plus intéressant, bien plus profond et bien plus fondé. Alors, si on peut, entre guillemets, donner 2-3 idées fortes de ce cheminement personnel, ce seraient lesquelles pour donner un conseil à ceux qui nous regardent? Alors, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Alors d'abord, je reprendrai Leonard Cohen dans sa chanson qui dit sois l'océan parce que sinon tu vas avoir le mal de mer. Donc Bruce Lee disait sois l'océan, il a raison, faut être flexible. Oui, il y avait cette métaphore de l'eau. La métaphore de l'eau, ça veut dire la semaine dernière. Voilà, c'est-à-dire vraiment la flexibilité. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on est fait de croyances et de constructions qu'il va falloir changer. En fait, on va voyager de chambre en chambre et le but c'est pas trop se cogner, mais on va le faire en fait. On va être obligé de faire des deuils, de se réinventer. Donc il faut partir prêt à être l'océan. Comme dirait Leonard Cohen. Et puis, ce que je dirais aussi, c'est les conseils, c'est la curiosité. Alors, la curiosité envers soi et vers les autres. En fait, à partir du moment où on comprend que quand vous dites la confiance, c'est vraiment une idée que les philosophes comme Charles Pépin ont développée ou Cynthia Fleury. La confiance en soi n'existe pas. En fait, c'est la confiance dans les autres, c'est la confiance dans un système, c'est la confiance dans les autres. Tout est relationnel. La sociologie nous l'apprend aussi. Donc à partir de ce moment où on comprend, c'est-à-dire, on peut préciser cette idée. Oui, c'est-à-dire que la confiance en soi, c'est pas la confiance en soi, c'est la confiance en les autres. En fait, c'est-à-dire d'abord rien que le mot confiance, c'est confidere, ça veut dire en deux mots, ça veut dire c'est avec des autres. Donc déjà c'est relationnel. En sociologie, on vous apprend que la confiance c'est quoi? C'est le fait d'aller déposer votre voiture et pas vous inquiéter si elle sera là le soir ou d'aller à l'hôpital et vous mettre dans les mains de docteurs que vous connaissez pas. C'est la construction pure de notre société, ça nous permet d'agir. En fait, la confiance, c'est pouvoir placer dans les mains d'autrui quelque chose en se disant ça va bien se passer. Donc ça, finalement, la confiance en soi, si je résume, ce serait avoir cette audace de faire le premier pas vers l'autre. Alors ça va encore plus loin. Alors ça va encore plus loin parce que c'est le terme confiance. Mais si on va vers le soi c'est quoi? Le soi c'est un moi. Alors contrairement encore une fois aux certains livres de développement personnel qui vous font croire que vous avez un moi qui existe et qu'il faut juste creuser un peu autour pour le trouver, qui va être génial et qu'après tout ça va être le bonheur. Non. Le moi, il est malléable. Le moi, il change en fonction de tout, de vos traumas. C'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui change et qui est pas figé. Donc, votre moi, en fait, c'est pas genre, une fois que j'ai ma confiance en moi, je l'ai. Non, le moi, il change tout le temps. Ça s'acquiert tout au long de la vie. Ouais. Et comment ça s'acquiert? Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est pour ça que le sujet des femmes est intéressant, différent de celui des hommes. Et ça, c'est pas traité. Et pourtant, il faut vraiment le traiter. C'est que, le moi, en fait, l'expérience du moi, il vient, un bébé, il se regarde dans la glace. Et c'est la maman qui le tient ou le papa qui le tient. Mais en tout cas, c'est le regard de la personne qui est à côté de lui. Ça s'appelle le stade du miroir chez les psychologues, même en psychanalyse. C'est le fait de la relation des gens qui le regardent qui vont créer son propre moi, son identité. Tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, on ne dépend que des autres. Et comme on sait qu'à partir, par exemple, c'est tout simple, mais à partir de 11 ans, la confiance en soi des filles, elle déraille complètement. On est amené à se poser des questions. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on attend de moi, par rapport à ce qu'on a écrit pour moi, par rapport aux injonctions, et c'est là où
la confiance en soi rejoint le sujet de la femme, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Donc, pour résumer ce que je te disais donc sur la confiance en soi, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut être flexible. 2, que c'est la confiance dans les autres. Et ça, c'est très important. Flexibilité. Et qu'elle dépend pas de toi, en fait. Confiance en les autres. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir une communauté. Faut s'ouvrir vers les gens. Tu vas pas la trouver en toi. Tu vas la trouver dehors. Et puis, aussi, la confiance en soi, c'est un muscle. En fait, ce qu'on nous a répété, c'est mais non, mais pourquoi t'as pas confiance en toi? Une maman qui dit ça à son enfant. En fait, c'est pas ça. C'est un muscle. C'est quoi la confiance en soi? C'est un muscle. Ça veut dire c'est quelque chose qui, à force de répétition, se construit. En fait, la confiance en soi, elle se construit pas dans les victoires, elle se construit dans l'échec. La confiance en soi, c'est la capacité à se relever après un échec. C'est-à-dire, si vous prenez aussi le regard bienveillant qu'autrui va poser sur toi à ce moment-là. Alors, si vous voulez avoir une idée de la confiance en soi, pensez au bébé qui marche, qui fait ses premiers pas. L'image, elle est toute là. Et à ce niveau-là, les garçons et les filles ont la même confiance en eux. Et regardez cette image-là, elle est très forte. Vous avez généralement des parents à chaque bout, ou un parent qui dit vas-y, contexte bienveillant. Ils sont pas dans une zone de guerre, généralement, ça se passe plutôt bien autour, donc le cadre est bienveillant. Il n'y a pas d'attente. Ça veut dire que si un bébé tombe, on va dire, oh, quel loser, t'es tombé. Jamais de la vie, un bébé, il sait qu'il n'a pas ça. Donc, il y a le contexte bienveillant, il y a les attentes qui sont bienveillantes. Et puis, il y a le bébé qui, en moyenne, au moment où il est en train de marcher, il apprend à marcher, va se relever une centaine de fois par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette force-là, c'est le fait de se relever. Et donc, le jour, c'est vrai que je dis moi souvent aux gens quand je veux parler dans l'entreprise, une femme, on décrète pas qu'une femme a confiance en soi. C'est l'entourage qui fait qu'une femme a confiance en soi. Le syndrome d'imposteur n'existe pas parce qu'une femme n'a pas confiance en soi. Le syndrome d'imposteur, il existe et ça, on commence vraiment à plus le comprendre parce que la femme, elle sait très bien qu'est-ce qui va se passer si elle échoue. Elle sait très bien qu'on n'attend pas ça d'elle. Vous voyez la différence? Je comprends. Tu vois? Justement, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la performance, elle est liée à la beauté d'une femme et à sa jeunesse dans les injonctions qu'on nous impose? Est-ce que c'est une idée aujourd'hui qui est véhiculée? Que la performance égale jeunesse, forcément, et beauté? Alors, c'est le problème de notre société occidentale, parce que dans d'autres sociétés, c'est pas le cas. Alors, justement, c'est pour ça que je dis, quand je parle de la curiosité, moi, quand j'ai fait mon enquête, j'ai invoqué toutes les disciplines. Et je continue à me former surtout. Philo, socio, psycho, etc. Par exemple, en sociologie, on vous apprend comment s'est fabriquée la ménopause. La fabrication de la vieille dans la société occidentale. Comment on fabrique une vieille? C'est simple, comment on fabrique une vieille? On décrète qu'à partir de 45 ans, quand elle peut plus faire d'enfants, elle est vieille. Ouais, mais ça suffit pas. Comment? Parce qu'un homme, on sait très bien, George Clooney, Brad Pitt, ils sont beaux à 60 ans. Mais est-ce que pour vous, excusez-moi, mais vous avez l'impression que c'est essentiellement la femme qui est visée par cette philosophie? Les hommes ne sont pas impactés. En tout cas, beaucoup moins. Non, les hommes sont impactés beaucoup moins et beaucoup plus tard. Et ça se trouve dans les. Alors moi, je travaille aussi en entreprise pour parler justement des femmes de plus de 45 ans qui sont souvent dans le placard, etc. Les hommes, c'est 10 ans après. Hein. Les hommes, c'est plus tard. Ça veut dire que les hommes, ils commencent à sentir l'impact de leur âge plutôt vers 55. Les femmes, à partir de 40-45 ans, en fait, à partir de, souvent on dit au début des petites rides, du cheveu blanc, nos stéréotypes font que, nos préjugés font que, égale non-productivité. On les met dans les placards où elles partent elles-mêmes. Elles préfèrent s'éloigner elles-mêmes de la société parce que des boîtes, il y a énormément de départs, parce qu'elles ne veulent pas vivre ça en fait. Donc oui, les études le prouvent. Et ce qui est très rigolo, enfin c'est pas drôle, mais c'est ce que je dis aux managers quand je leur parle, c'est que les femmes ont 2 fois plus de chances de réussir leur carrière d'entrepreneuse que les jeunes, que les femmes, elles dépensent, c'est elles qui tiennent à 80% les dépenses, hein, les femmes de cet âge-là depuis 45 ans, puisqu'elles s'occupent généralement des dépenses de tout le monde. Donc elles sont la clientèle, elles sont hyper malléables, elles sont hyper disponibles, elles sont super puissantes, mais aller faire changer un stéréotype, la même chose qu'on avait avant, ronde égale pas jolie. Maintenant, grâce à tout ce qui s'est passé sur les réseaux, grâce à des émissions comme il faut déconstruire. C'est de la programmation neurolinguistique. Il faut tout déconstruire. Et ça commence par En fait, c'est vraiment notre cerveau. Il a besoin de voir autre chose. Donc, plus on verra de femmes de plus de 45 ans faire des choses dingues, être chef d'entreprise, demander de l'argent, demander des augmentations, plus ça va. Les gens vont s'habituer. Vous savez ce qu'on raconte sur Obama, sur 24 heures chrono. Il a fallu que 24 heures chrono existe pour que dans l'esprit des Américains, un président noir puisse exister. Le président Palmer a créé, parce que notre cerveau ne fait pas les différences entre la fiction et la réalité, on a besoin de s'acclimater.
Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'est aussi fort que ça, ce qu'on peut présenter aux yeux des gens. Mais vous, Ronit, vous avez fait un peu de la femme de plus de 45 ans, un peu votre credo et votre combat. Pourquoi? Parce que vous avez vous-même expérimenté des choses qui vous ont touché, qui vous ont impacté justement à cause de votre âge, dans Alors, votre parcours? euh, c'est- en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire et où je vais aller, je me suis rendu compte que le marché du travail, pour quelqu'un qui a plus de 45 ans, ce que je n'étais pas du tout, je n'étais pas sensible du tout à ça avant, hein, était beaucoup plus compliqué. En fait, je me suis rendu compte que il existait un sort de no man's land où les femmes de plus de 45 ans erraient et avaient du mal à trouver un taf. Alors très souvent, elles essayaient d'être auto-entrepreneuses sur des choses, mais Mm. en vérité, il y a une perte. Alors ça, par contre, c'est dans les chiffres, hein. Je me suis rendu compte lors de cette enquête-là, justement, que j'ai faite avec Emmanuel Godanian sur Konenki, sur le média Konenki. On va en parler. Je me suis rendu compte qu'il y a une vraie perte du pouvoir d'achat que j'ai vécu moi-même aussi. Mm. Donc à un moment donné, on se dit, ok, mais visiblement, on n'est plus aussi désirable, on a une perte du pouvoir d'achat. Pourtant, je me sens hyper performante. Mm. Et donc, j'ai voulu en savoir plus. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en entreprise, moi, ce que j'essaye de faire avec la fresque, par exemple, de la femme depuis 45 ans, ou avec des conférences sur la confiance en soi, en entreprise, j'essaie de faire comprendre aux managers aussi qu'ils ont de l'or dans leur placard, qu'il faudrait qu'ils commencent à comprendre que ce dont ils ont besoin pour encadrer leurs jeunes talents, et même pour travailler de Mm. façon à long terme, parce ils sont impactés par Alors, c'est vrai qu'il y a ce paradoxe-là, parce que quand on arrive à la quarantaine, c'est vrai que c'est là où, a priori, on est en pleine force de l'âge, à la fois personnelle et professionnelle, et pourtant, on a ce retour de la société qui est assez limité. Alors moi j'ai noté, vous avez dû voir l'info passer, que justement il y a le média Madame Oui. le 9 septembre dernier qui a été distingué par CB News. Justement, c'est un média qui parle aux femmes de plus de 45 ans. Donc ça a été distingué en tant que plateforme assez originale pour son contenu et son parti pris. Vous êtes un petit peu dans cette même mouvance, puisqu'en 2020, vous avez créé justement un média qui s'appelle Konenki. Ouais. Alors pour ceux qui ne parlent pas japonais, Konenki en japonais, c'est la renaissance C'est finalement. le second acte, Le second acte, c'est le nouveau printemps, qui est pour les hommes et les femmes. qui est pour les hommes et les femmes. Très bien. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un terme qui, finalement, en japonais, j'ai lu sur votre site que le terme ménopause n'existe pas. Ouais. On dit Konenki. Exactement. Exactement. Mais c'est intéressant de se dire qu'en fin de compte, Culturellement, c'est intéressant. Les mots ont un sens. et ceux qui n'en existent pas ont aussi un sens. Le fait que ça Bien n'existe sûr, pas bien a un sûr. sens aussi. C'est révélateur. Les mots ont Par le contre, pouvoir. vous partez quand même d'un constat assez effrayant. Vous dites que la femme n'existe pas à partir de 45 ans dans la société, qu'elle est quasiment invisible, qu'elle n'existe pas sur le marché du sexe et de la procréation. C'est pas un peu radical comme constat? Alors, d'abord, quand on a créé Konanki avec Emmanuel, c'était il y a au moins 4 ou 5 ans. Oui, c'était en 2020. À l'époque, c'était un gros mot de dire ménopause. Je me souviens, on avait une collègue qui avait fermé la porte et dit, ne dis pas ce mot-là. C'était, les choses ont changé depuis. Vous voyez, c'est exactement comme avec Belle Toute Nue. À l'époque où on a commencé ce média, c'était considéré, d'ailleurs, c'est pratiquement une insulte, hein, donc ça a changé. Depuis, ça a changé. Pourquoi ce tabou? Parce que finalement, c'est un cycle naturel de la vie. Alors, il y a plein d'explications dans la fabrication de ce tabou. C'est vraiment une fabrication sociale, hein, parce que dans d'autres sociétés, ça n'existe pas. C'est toujours vous savez, c'est toujours l'histoire d'abord. Bon, c'est assez complexe à expliquer, mais en fait, il y a eu une médicalisation de ce passage-là, ce qui n'est pas le cas pour l'andropause, par exemple. On va pas vous dire vous êtes malade, mais pour les femmes, il y avait ce côté-là. Elles sont malades, elles sont hystériques, elles perdent leur sens, et en fait, c'était juste un non-savoir du corps de la femme. Et là, c'est ce que j'ai découvert de plus dingue, en fait. Ce que j'ai découvert de plus dingue en faisant ce média, c'est qu'à quel point le corps de la femme n'est pas connu, n'est pas étudié. D'ailleurs, il y a plein de tests qui se font de ces médicaments, pas sur les femmes, parce que du coup, c'est trop compliqué. Et sur quoi? Sur les hommes, même sur des médicaments pour les femmes. Parce qu'en fait, on considère, il y a une médecine un peu bikini. Ça veut dire que c'est la médecine, c'est le standard, c'est l'homme. Et puis, on rajoute comme le bikini les parties. Mais ça n'a rien à voir. Bien sûr. Et donc, il n'y a que maintenant où le corps de la femme et commence à être analysé en tant que tel et compris en tant que tel. Et par exemple, il y a une femme qui s'appelle Lisa Moscovy qui a écrit un bouquin sur le cerveau de la ménopause, sur les cerveaux des femmes depuis 45 ans. Et c'est la première femme à avoir fait des IRM pour dire, OK, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce qu'on a raison de dire que, ouais, mais vous êtes plus fatiguée, ouais, mais vous êtes complètement folle, ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau après tout? Bien sûr. Et en fait, ce qu'elle a vu, c'est que non, on est aussi sharp que jamais. C'est un moment où d'ailleurs on est
vraiment aptes à avoir de faire énormément de connexions entre les choses. Donc, on peut apprendre, on peut évoluer. Il y a un petit peu de fatigue, certes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a dû mettre les points sur les i à certains endroits en disant attention, ne dites pas ça. Et ça, c'est super important. Ça veut dire que c'est très important. C'est très important, mais c'est comme l'endométriose, c'est comme tout ça, si vous voulez, c'est comme en fait, on s'est pas occupé du corps de la femme comme il fallait. Et pourtant, il est beaucoup plus complexe que on s'occupe de la conséquence de la partie visible, finalement, sans chercher à comprendre les mécanismes et ce qui se passe et d'où ça vient finalement. Exactement. Et c'est une méconnaissance. C'est une méconnaissance. Et d'ailleurs, on en parlait, il y a une autrice chercheuse anglaise, Kat Bohannon, qui a fait carrément, qui a écrit un livre qui s'appelle Ève sur l'évolution à partir du corps de la femme. En fait, on a toujours raconté l'évolution à partir de l'homme, de ses conquêtes, de ses trucs. Et elle a dit, bah non, en fin de compte, le corps de la femme, c'est sa théorie. Voici comment il a permis l'évolution. Et voici comment, en fin de compte, c'est grâce à ce corps de la femme qui a dû évoluer. Et quand la femme a dû se mettre debout, elle a accouché différemment, de façon beaucoup plus difficile. Comment on est devenu l'espèce qui a le plus de mal à faire des enfants, et pourtant on a procréé sur le corps entre guillemets, grâce au corps des femmes. Et donc elle met le corps des femmes au centre, ce qui n'a jamais été fait, ce qui n'a jamais été étudié. Donc vous voyez, il y a c'est comme l'histoire des femmes, toutes ces femmes invisibilisées, c'est comme la Bible. En fait, la leçon aussi, c'est que c'est important dans la vie, quand on raisonne, de changer de point de vue. Exactement. D'être malléable dans son point de vue et de pas juste être sur un point de vue qu'on nous a imposé finalement depuis notre naissance, et d'avoir cette intelligence d'être flexible et de s'intéresser finalement à plein de choses, et d'avoir une approche un peu globale, à la fois philosophique, sociologique, historique, d'une problématique. D'ailleurs, vous, quand vous avez créé le média Konenki, je crois que vous vous êtes adressé à presque 80 femmes, une centaine de femmes. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans votre enquête et dans les retours que vous avez eus de ces femmes, justement? Alors, qu'est-ce qui m'a le plus surprise? Ce qui était toujours intéressant, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire à partir du moment où tu décides de prendre un autre angle pour raconter ton histoire. Mais c'est ce qu'on vit aussi dans toutes les émissions de société qu'on a faites, où on a pris la vie quotidienne des gens. Et c'est la force de la narration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide d'écrire son rôle, et que c'est là pour le coup on faisait la retranscription d'un témoignage, mais ce que je veux dire, c'est que en fait c'est des femmes qui ne se rendaient pas compte à quel point elles étaient remarquables, à quel point elles étaient héroïques, à quel point elles avaient fait des choses. Donc quand on parlait avec elles, elles racontaient plutôt une histoire de femmes, invisibilisées, qui avaient des problèmes. Et puis en discutant avec elles, comme on le fait avec les héroïnes de fiction ou les héroïnes, en fait, on arrive à tirer un fil rouge et se rend compte à quel point, en changeant l'angle, en changeant la paire de lunettes, en voyant une autre perspective, à quel point chaque vie est remarquable. Et justement, ce qui donne la force de continuer aussi. Quand vous faites vos coachings en entreprise, est-ce que c'est pas un peu la pierre angulaire, ça, justement, faire comprendre aux femmes que ce qu'elles ont déjà accompli et ce qu'elles vont encore accomplir, c'est super. Bah oui. Mais comment on fait ça? C'est très compliqué. D'abord, alors encore une fois, il faut avoir des waouh moments, ce que Oprah Winfrey appelle des moments waouh. C'est quoi? Bah c'est des petites choses qu'on vous dit, comme la confiance en soi, c'est un muscle, il faut le répéter. C'est dans l'échec que ça se travaille. Raconter plein de petites choses qui vont du savoir qui va faire des révélations. Et après, le savoir, il faut l'éprouver. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de savoir comment marche le cerveau, ça ne suffit pas de savoir comment marche la psychologie ou des fois des expériences de psychologie, elles sont révélatrices. On met deux personnes devant une montagne. Si la personne elle est toute seule, elle va trouver la montagne beaucoup plus difficile et plus ardue. À deux, avec son ami, elle va trouver moins. C'est des petites choses des fois qui font des wow moments. Et donc, comment on fait? Et ensuite, en communauté et ensemble, on l'éprouve. Justement, la charnière est toute trouvée parce que justement, vous avez créé une activité qui s'appelle Walk, Think and Feel. Donc en anglais, marche, pense et ressent. WTF, mais c'est pas what the fuck, mais ça vient de what the fuck. Justement, parce qu'il y a aussi un côté what the fuck, c'est-à-dire entre guillemets, on vous emmerde un petit peu, on fait ce qu'on veut. Est-ce que c'est volontaire, ça? Ouais, c'est volontaire. Alors ça, c'est une nouvelle activité
que j'ai co-créé avec Noémie Zetoun, qui est une serial entrepreneur, qui en plus est dans la food et qui est une fille absolument géniale. Et en fait, on est parti du principe. Donc l'histoire, elle est comme ça. C'est OK, on a besoin des wow moments, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir. Ça veut dire à la place d'ouvrir 150 000 livres de développement personnel qui vont vous dire en substance la même chose devant le miroir et confiance en toi. C'est quoi les wow moments? Voilà, les wow moments, c'est des choses qu'on va piocher dans les apports théoriques qui sont nombreux, qui vont de la littérature à la philosophie, à la psychologie, à la sociologie, qui sont des choses qu'on va vulgariser, que moi je vais vulgariser en conférence. Généralement que je vulgarise en conférence. Et là, c'est un autre format. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des groupes de femmes. C'est ou des particuliers ou son entreprise. On va marcher pendant une bonne heure, marche active, marche sportive, avec des pauses. Et pendant qu'elles marchent, moi, je vais faire une conférence en live. Donc, elles vont poser des écouteurs sur leurs oreilles. Elles vont marcher, elles vont se défouler. Et en même temps, moi, je vais faire ma conférence. Je vais faire ma conférence, on va faire des pauses et ensuite on va partager. Donc vous leur parlez dans le casque? Ouais. D'accord. Alors pourquoi? Bah ça c'est pour revenir à la méthode un peu de Socrate, etc. À l'époque, les Grecs, c'est ce qu'ils faisaient quand les philosophes ils marchaient. Pourquoi? Parce que en fait aujourd'hui on comprend aussi que on pense avec nos jambes, on marche avec notre cerveau. On est un tout. Et en fait, le fait de marcher et de penser et de créer, ça ouvre énormément de choses. Ça ouvre la créativité. Souvent, on dit que c'est en faisant du sport et dans le mouvement qu'on a les meilleures idées. Voilà. Alors ça, c'est des choses qu'on a développées, avec des scientifiques, etc. Et on en est sûr maintenant. C'est que c'est un double effet qui se coule. Et le but, c'est que ces femmes en tribu, elles communiquent, elles passent un truc ensemble, qu'on se parle ensemble, ensuite on partage. Alors très concrètement, il y a un thème qui est défini pendant ces marches. Comment ça se passe? Alors concrètement, nous on est sur notre site, on lance des marches qui vont avoir lieu avec des thèmes. Maintenant, en entreprise ou même pour des groupes privés, on fait aussi des marches en fonction aussi on a eu un groupe par exemple une groupe de copines qui voulait faire une marche sur l'amitié. D'accord. Sur l'amitié. Concrètement l'amitié. Alors donc moi je suis partie du côté, on est parti marcher dans Paris, on a fait des pauses, c'était très agréable. On a fait des pauses un peu sportives parce que c'était un groupe de jeunes, mais du coup on est parti réfléchir à qu'est-ce qui fait les amis aujourd'hui, comment on forme. C'est intéressant, on a eu des wow moments parce que donc vous dans le casque, vous plantez des idées, des pistes qui font que les personnes qui participent, en l'occurrence les femmes, réfléchissent. Par exemple, typique sur les amis, voilà, je leur ai partagé une science entre guillemets, ce qu'on disait maintenant sur l'amitié, parce des fois on culpabilise, on se dit mais j'ai pas d'amis. Faut savoir que les amis, ça se crée selon des règles bien précises de timing, de proximité, etc. Donc c'est pas parce que vous êtes plus sympa à l'école que vous avez des amis et moins sympa à 30 ans que vous n'avez pas d'amis. C'est juste parce que vous partagez pas, vous n'êtes pas dans une proximité, dans un timing. Et il faudrait passer, je crois, une 50aine d'heures pour commencer à connaître quelqu'un. Donc en fait, l'école ou le collège, tout ce que vous distillez dans le casque, c'est des thèmes sur lesquels vous avez enquêté. Exactement. Donc il y a des chiffres à l'appui. Il y a des chiffres éprouvés par la science. Donc du coup, on sort un petit peu du fantasme et des injonctions pour passer à de la data, on va dire concrète. C'est exactement ça. C'est beau, la data concrète. J'aime bien. C'est exactement ça. Alors, la data concrète, maintenant, je peux aller aussi voir du côté des philosophes. Sur l'amitié, c'était très intéressant, ou des auteurs. Mais citer la Boétie, Montaigne la Boétie, c'est aussi, c'est pas prouvé par la science, mais c'est prouvé par les années. Ça veut dire que c'est des apports théoriques qui font sens. Oui, puis qui valorisent aussi. C'est intéressant. Disons que c'est des wow moments sur lesquels on peut quand même se fonder. Ça nous donne une marge de manœuvre d'action. Contrairement aux wow moments que vous écoutez ou que vous lisez en 2 secondes, où vous dites, OK, mais quelqu'un d'autre va me dire autre chose dans 2 minutes. Bien sûr. Là, et puis on se sent peut-être déconnecté aussi des thématiques abordées. Alors que là, on parle de choses qui nous touchent. On choisit un thème. C'est un thème très quotidien. Moi, je regarde toujours le quotidien parce que je pense qu'on est fait de petites histoires dans une grande histoire. Et on part de l'intime. On parle de l'intime. Pour toucher le collectif. Comment on nous répète, faut lâcher prise, mais est-ce qu'on peut, ça c'était un des thèmes qu'on a fait avec Noémie. On a fait même un peu de boxe entre temps. Pour les filles qui marchaient, on a fait des halte box parce qu'en fin de compte, on nous répète lâche prise, faut lâcher prise. Mais non, faut pas lâcher prise, faut comprendre ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise, est-ce qu'on peut vraiment lâcher prise sans culpabiliser et sans se lâcher soi-même et sans
C'est Bien beaucoup plus sûr. complexe que ça. Donc, en fin Oui, de compte, sans se perdre, parce que lâcher prise, ça veut dire quoi? Il faut lâcher ce qu'on est, nos convictions. mais ce qui est dur pour les femmes, c'est pour ça C'est pas évident. ouais. Mais c'est pour ça, tu vois, qu'on se focalise aussi sur les femmes, parce que les hommes ont leur injonction, de plus en plus, hein, c'est vrai, hein. Mais en fait, quand on voit les injonctions des hommes, à part si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'es naze, nous, il y a quand même, enfin, une petite fille a 4 fois plus de remarques sur son apparence par jour qu'un garçon. Donc nous, on est rempli d'injonctions, on est rempli de choses qu'on croit venir de nous alors que ça vient d'un script écrit d'avance. C'est très difficile, la marge de manœuvre pour désobéir et déplaire est très difficile. Et pourquoi je dis ces deux termes-là? Parce que vraiment pour les femmes aujourd'hui, il faut avoir la possibilité de désobéir et de déplaire. Oui, et je pense aussi, alors c'est peut-être un peu cliché, mais je trouve que ça correspond aussi à une réalité, c'est que le sentiment de culpabilité, il est propre plutôt aux femmes plutôt qu'aux hommes. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, une femme qui va performer à son travail, elle fait aussi des concessions dans sa vie personnelle. Peut-être qu'elle passe moins de temps avec ses enfants, peut-être qu'elle sera pas là pour aller les chercher à l'école. Enfin voilà, et du coup, en tant que femme, c'est des choses qui travaillent dans le cerveau et qui font qu'effectivement, on peut se sentir coupable et peut-être ne pas vivre pleinement un succès ou un accomplissement, ou en tout cas, c'est amoindri par toutes ces pensées un petit peu parasites, qui sont légitimes ou pas, mais que n'ont pas forcément les hommes. Et c'est intéressant parce que justement, par exemple, sur la culpabilité, nous, quand on a ce sentiment qu'on peut pas exprimer, il y a quelque chose qui nous dérange dans le succès, ou quelque chose qui nous dérange à ce moment-là, on se sent coupable. Bah, quand on a des chiffres, par exemple, quand on sait que 85% des femmes laissent passer la santé des autres avant les leurs, ou quand on sait que la philosophe... C'est-à-dire, laisse passer la santé des autres. Ça veut dire qu'en fait, les femmes, et c'est pour ça qu'elles ont beaucoup plus de problèmes de santé, mentale et physique, c'est que les femmes, en fait, s'occupent des autres. C'est ce qu'on appelle la dictature du care. Et ça, savoir que des philosophes comme Cynthia Fleury, qui est psychanalyste, a travaillé dessus, c'est-à-dire à quel moment le sacrifice, à quel moment donner, à quel moment c'est un sacrifice, comment aimer sans le sacrifice de soi, savoir que les philosophes travaillent sur soi pour une personne qui se sent coupable mais qui n'arrive pas à l'exprimer en disant mais non, mais je t'explique, en fait, c'est partout pareil. La femme, elle est remplie d'injonctions, ne sois pas matérialiste, sois gentil avec les autres, sois maternelle. Tu verras, t'es plus douée pour les langues et pour l'associatif que pour le business, etc. Les autres passent avant toi. En fait, quand on explique tout ça, quand on re-raconte par des récits féministes, que ce soit Simone de Beauvoir ou d'autres qui disent qu'en fin de compte, on croit que la maison est le lieu de la femme, mais qu'en vérité, la maison est le lieu où la femme fait vivre les enfants et son mari, et qu'en fin de compte, elle n'a que de place que par rapport à ces deux-là qu'elle doit faire coexister. Que par la fonction que... C'est ça, que par la fonction. Et quand on commence à comprendre à quel point, en fin de compte, ce qu'on vit est assez universel et qu'il faut se permettre de dire non. Alors il y a le club des noms aux États-Unis qui est là. Moi j'ai bien envie de le former. C'est un club qui répond aux multitâches. En fait, c'est en entreprise. Il y a des femmes qui ont dit bah non en fait. Non, je vais pas être la gentille qui dit oui à tout. Alors qu'en fin de compte, je veux pouvoir faire mon boulot et celui qui va me rapporter ce qui est intéressant pour moi. Ce qui est intéressant aussi dans cette manière de réfléchir et de se confronter finalement à la science et à la réflexion, c'est que parfois, en tant que femme, on peut ressentir des choses et on peut se dire non mais arrête, t'es la seule à ressentir ça, c'est n'importe quoi, bouge-toi, etc. Mais finalement, on se rend compte que c'est des problématiques intemporelles, collectives, et que c'est des vrais sujets de société, et du coup, ça nous permet de prendre de la hauteur et de se dire bah non, c'est pas moi qui fantasme, c'est une réalité, on a réfléchi dessus, des études ont été faites. Et du coup, on se sent peut-être plus légitime. Oui, c'est ça. C'est ce qui s'est passé avec Belle toute nue. À l'université de Poitiers, ils ont étudié les injonctions. Ils ont étudié pourquoi une femme est mal à l'aise très souvent, à 80% du cas, devant un miroir. Et en fait, ils ont expliqué aussi par le fonctionnement du cerveau, c'est aussi une approche intéressante à connaître, que en fait, il y a ce qu'on appelle l'effet d'exposition, le simple effet d'exposition, le fait que le cerveau, en fin de compte, a besoin de normes pour aller plus vite, il a besoin d'aller très très vite, et que s'il nage dans un bain où on lui explique que mince égale beau, toute la journée, donc sur Instagram, sur machin chouette, il va le mettre en norme. Et comme la peur la plus folle de l'homme, le stress le plus intense, c'est d'être exclu du groupe, pour l'homme, et ben en fin de compte, pour l'être humain en général, oui, quand je dis l'homme, c'est l'être humain, et ben en fin de compte, notre cerveau, quand il voit quelque chose qui ne lui correspond pas,
à la norme, Mhm. il y a une sorte d'angoisse qui se crée. Donc une femme, quand elle sait pas pourquoi elle est angoissée devant le miroir, en fait, il faut savoir que C'est la peur de l'exclusion finalement. c'est la peur d'exclusion, mais elle sait même pas ce qu'elle a regardé. Ça veut dire que le cerveau, il n'y a pas besoin de diriger l'attention vers ça. Il suffit de scroller ou de marcher dans la rue pour que le cerveau, il continue à normer, à mettre dans des étagères. Ok, donc c'est beau, presque subliminal en fait. totalement. Beau égale mince, jeune égale beau. Et en fait, notre cerveau, il range dans des cases. Et quand c'est pas ça, il essaye de tirer une sonnette d'alarme. Donc on se sent mal. Donc en fin de compte, il faut changer l'eau du bain. Mais quand une femme ne sait pas ça, elle ne sait même pas pourquoi elle a ce sentiment après avoir mangé un hamburger alors qu'elle aurait dû manger une salade d'endive. Cette culpabilité, ce mal-être, eh ben c'est le fait d'être exclu, d'avoir peur d'être exclu. Il suffit. Ça c'est important parce que le premier pas finalement, c'est d'avoir conscience de tout ça. Oui. C'est d'en avoir conscience. Et après déjà. de l'éprouver. Et après de l'éprouver. Et généralement, tu l'éprouves avec d'autres femmes. Ça veut dire que ce qui marche, et ce qui marchait dans Belle toute nue, ce qui marche dans les marches, c'est drôle, ce qui marche dans les marches, c'est que, en fait, t'as des wow moments en disant, ok, donc c'est mon cerveau, en fait, qui dit ça, ok, mais je fais comment? Et puis après, tu parles avec des filles, puis après, tu partages des trucs, et là, tu dis, ok, donc, ok, je comprends, on est tous pareils. Mais il y a des wow moments, par exemple, je me rappelle la dernière marche, je parlais de l'importance du storytelling. Et justement, je posais la question aux filles, dites-moi pourquoi vous êtes remarquables. Au moment où on s'est tous posés après la marche, on prend un café, toujours une collation, on mange. Parce que justement après cette phase de réflexion, les marches durent combien de temps? Ça dure 1 heure. 1 heure. Plus ou moins sportif selon le groupe. Après, on se pose, on enlève les casques. Ouais, et on débriefe entre femmes. Ouais, c'est une tribu. Et ce qui est marrant, c'est que donc je me suis amusée à dire, ok, alors dites, je suis remarquable parce que finissez la phrase. Et en fait, il y avait plein de femmes qui savaient pas pourquoi elles étaient remarquables. Et moi, je connaissais ces femmes-là. Et dans ma tête, je me disais, mais t'es remarquable, mais je sais pourquoi t'es remarquable. T'es triplement... Remarquable, le mot, il est intéressant. C'est ça. Parce que remarquable, c'est à la fois digne d'être vu. Ouais. Et en même temps, c'est faire des choses importantes pour soi. Et ce qui est dingue. On considère importantes pour soi. Exactement. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a une jeune femme qui a mis une vingtaine de minutes à réfléchir. Donc à chaque fois, on passait aux autres. Et puis, je dis, mais ça y est, non, je vois pas pourquoi je suis remarquable. Je dis, mais comment c'est possible? Et donc, à ce moment-là, j'ai raconté l'histoire pour le pouvoir de la narration, parce que même en écriture, moi, je suis aussi auteur de fiction. Si vous écrivez un rôle pour une figurante, vous allez être figurante. Si vous écrivez un rôle pour un premier rôle, vous allez être premier rôle. Bien sûr. Les mots, la narration, c'est tout. Et pour leur expliquer le pouvoir de la narration, j'aurais dit, ben voilà, pourquoi Jules César, il portait des lauriers sur la tête, d'après vous? Pourquoi? Symbole de victoire, n'est-ce pas? Non, pas du tout, il avait une calvitie. Donc il avait demandé une autorisation spéciale au Sénat de porter une couronne pour cacher sa calvitie. Deux histoires différentes quand même, deux histoires différentes, on est d'accord? Oui, ça change totalement l'histoire. Sauf que nous, notre histoire, on l'a jamais racontée comme ça. Nous, on nous a toujours raconté notre histoire avec un biais hyper négatif. On est resté pendant les femmes préhistoriques, resté dans la cane, même dans la Bible. On était des gourdes ou des porteuses de gourdes, ça c'est Delphine Orviller qui le dit. Des gourdes ou des porteuses de gourdes, alors qu'en vérité, si on prenait une encre un peu plus féministe et qu'on réécrivait l'histoire, toutes les histoires, on arriverait à quelque chose de particulier. Donc, en fait, c'est ce que je dis aux femmes. Je dis, mais réécrire l'histoire en se basant sur des faits. Exactement. Et en même temps, en se racontant aussi une histoire plus positive, finalement. Oui, libérée. Oui, alors j'en viens, tu me poseras la question. Oui, on va y venir. Parce que en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir que moi, quand je demande aux femmes dans les ateliers d'écrire, parce que voilà, les ateliers narration, c'est très important. Au début, quand je leur dis, lâchez tout, j'ai des récits des fois, je suis une bonne à rien, je suis devant mon canapé, j'ai pas fait suffisamment de choses, j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû appeler. Donc beaucoup de regrets finalement à chaque fois. Une image très négative en fait, et quelque chose qui est de l'ordre de la culpabilisation. Je suis pas performante et non, je suis pas suffisante, je suis pas suffisante. Et quand on travaille en se disant bon maintenant replonge-toi à des moments où t'étais fière de ce que t'as fait, et quand on replonge et qu'on se remet à réécrire les choses différemment. Et cette plume-là, tu la connais, c'est la plume aussi qui fait que quand on prend un héros du quotidien, quelqu'un qui est dans la rue, qui est pas un acteur, il arrive à faire plus d'audience à la télévision qu'une série. Pourquoi? Parce qu'on prend notre plume et qu'on dit mais non, mais tu mérites d'être un héros, et tu peux l'être si simplement on regarde ta vie différemment. Laisse-moi poser ce regard bienveillant et laisse-moi poser ce regard encourageant sur toi. Et ce regard-là de motivation, d'ailleurs, il y a une étude super intéressante qui a été faite de la confiance en soi des femmes dans le monde. Et il parle des femmes françaises en disant elles n'ont pas eu suffisamment de mentors et de gens qui ont dit à ces femmes, vas-y, t'es géniale. Et parce qu'en France, le triomphe est humble, parce qu'en France, on dit la modestie, c'est mieux pour une femme, mais personne ne leur a dit, vas-y, tu cartonnes. Et c'est ça qu'on doit se dire entre femmes. Vas-y, tu cartonnes, vas-y, t'es génial, vas-y. Alors, moi, justement, je me pose une question. Est-ce qu'il y a qu'entre femmes qu'on peut s'encourager?
Pourquoi c'est important justement de se retrouver dans une communauté de femmes? Alors, pourquoi c'est si important? Il y a des hommes il y a des hommes qui partagent les tâches, il y a des hommes qui partagent. Non, les hommes sont des. De toute façon, on constitue, on constitue une société. Et le but, c'est pas d'aller contre eux. Mais seule chose que je puisse dire, c'est que les femmes savent ce qu'elles ont vécu, elles ont vécu les mêmes choses. Donc, il y a des choses qui sont tabous. Comme l'accouchement, comme la ménopause, etc., comme les microagressions au travail. Il y a plein de choses dont on ne se parle pas entre femmes, comme si c'était un peu un devoir de... Je dis simplement que partager ça entre femmes, ça peut être hyper puissant. Voilà. Libérer la parole. Libérer la parole et dire, mais je suis comme toi. Et puis savoir, et puis surtout, on n'est pas dans Koh-Lanta. Parce que ça, c'est très important. C'est aussi ce que j'ai découvert. Les nouvelles générations, elles s'en sortent mieux que nous. Mais nous, notre génération, on nous disait quoi? Il y a un mec, il y a un taf. C'est Koh-Lanta. L'autre nana, le totem, c'est toi, l'autre nana, c'est ton ennemi. Donc et donc, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on parlait pas de nos faiblesses, en fait. On parlait pas de nos vulnérabilités. On avait peur. Or, aujourd'hui, on découvre la force de la communauté. On découvre qu'en fait, non, on est comme... Alors aujourd'hui, pour vous, quand on parle de sororité, ça prend tout son sens. C'est pas une posture. Ça existe vraiment, la sororité. Alors, je sais pas si elle existe vraiment au travail, de façon poussée. Je veux pas vous dire que, je peux pas te dire que... Parce que c'est vrai, même moi, en tant que femme, moi, ça fait pas partie de mon tempérament. J'ai pas un tempérament jaloux, j'ai plutôt un tempérament admiratif. J'admire les autres femmes qui réussissent des choses. J'ai pas ce sentiment de jalousie. Mais c'est vrai qu'entre femmes, et on a l'impression que c'est plus le lot des femmes que des hommes, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de comparaison. Alors, les études, c'est pareil, ont montré que les hommes, comme ils jouaient très souvent ensemble, qu'est-ce qu'on fait avec un petit garçon? On lui lance une balle et on dit va jouer dehors avec tes copains. Ils se salissent, ils jouent ensemble, etc. C'est une injonction, ça aussi, mais plutôt positive pour le coup. Les garçons, on les fait jouer à l'extérieur. Et les filles, en fait, on les garde à l'intérieur. Il faut qu'elles soient propres, il faut qu'elles soient bien tenues, et il faut pas qu'elles jouent avec les autres. Donc ça, c'est très important, en fait. Ça, c'est très important. Et donc, cette habitude-là d'être avec les autres et d'être en confiance et de voir le monde comme quelque chose en abondance. C'est-à-dire que les garçons, ils n'ont pas l'habitude de se dire, tiens, si quelqu'un a quelque chose, je l'ai pas. On leur dit jamais, il y a une femme, il y a un job. On leur a jamais dit ça. Je comprends. En fait. Et c'est assez drôle parce que le syndrome d'imposteur, on dit aussi qu'il est dû qui vient souvent de populations, de la diversité, qui n'ont pas accès à l'abondance, entre guillemets. Ça veut dire que le syndrome d'imposteur, il va toucher des gens qui, en effet, ne vont pas se sentir éligibles à certaines choses. Parce que on leur a pas dit. Parce qu'on leur a pas donné la permission. D'accord. C'est pas parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. La différence, elle est là. C'est qu'avant, on disait réparez les femmes, réparez-vous. Écoute des méditations. Il faut se donner la permission de faire les choses. Et il faut réparer la société et se donner, en même temps, il faut réparer la société et se donner la permission de faire les choses. Mais l'histoire, elle est là. C'est que jusqu'à présent, le développement personnel, il nous dit, t'as pas confiance en toi, c'est pour ça que tu n'as pas demandé une augmentation. C'est pour ça que tu n'as pas demandé ce poste. Mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on nous a pas donné la permission de le faire. Donc, il faut d'autres femmes pour se donner la permission. Il faut d'autres femmes pour changer la société. Et il faut nous y aller, en fait, et travailler sur l'action, de la confiance en soi en disant, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Donc c'est vraiment en attendant que la société change, en attendant que la sororité fasse son effort. Il faut se mettre en marche. En fait, il faut se mettre en marche en se disant que c'est dans l'échec qu'on marche, en fait, et que il faut y aller. En fait, il y a pas de secret. Et donc il y a une méthode aux États-Unis qui est assez célèbre qui a été reléguée par une jeune femme qui a écrit un livre. Et c'est 5, 4, 3, 2, 1. En fait, pour bloquer ton cerveau qui va forcément aller chercher dans les peurs au niveau du limbique, etc. C'est de dire, tu veux faire quelque chose, tu veux téléphoner à quelqu'un pour lui demander de l'aide ou lui demander un poste, 5, 4, 3, 2, 1, t'y vas, te fonces, t'attends pas. En fait, ces 5 secondes-là permettent de déclencher quelque chose en toi. Donc, il faut y aller, en fait. Il faut pas trop réfléchir. Il faut penser au bébé qui se lève et il faut y aller. Il faut pas avoir peur de tomber, pas se relever. Il faut apprendre à se relever, c'est tout. Donc, une des images fortes et positives, c'est penser au bébé qui apprend à marcher. La petite fille, le petit bébé fille. La petite fille, petit bébé fille qui tombe et qui se relève. Important, petit bébé fille, parce que elle va avoir une crise de confiance à 11 ans. Oui. Et on va travailler dessus pour pas qu'elle l'ait, en fait. D'accord. Tout le travail, c'est de dire, elle est pareil que, mais la crise, à un moment où on perd la confiance, c'est là maintenant que le travail, il se passe. Donc, et aussi, ce que je note dans ton parcours et dans ton cheminement, c'est que la curiosité, finalement, ça serait un petit peu ton art de vivre, ton leitmotiv. C'est-à-dire que toi, pour sortir
enfin vous, parce qu'on a la télé, on se vous voit. Voilà, on vous voit, d'accord, mince, j'ai tutoyé, d'accord. Bon, c'est pas grave, on va se parler en anglais. You. En fait, une des clés, c'est la curiosité finalement, la curiosité comme moteur. Ouais. Et finalement s'intéresser aux cultures, s'intéresser à Ouais. l'autre, s'informer. S'informer parce que se dire que le bonheur, c'est pas le bien-être. En fait, le vrai bien-être, c'est de faire quelque chose qui ait du sens, pour chaque personne. Pour soi-même. Pour soi-même. En fait, on comprend ça très bien maintenant. C'est pas l'accumulation de choses. C'est pas le bien-être. C'est pas un bonheur, un état permanent. Bien sûr. C'est un chemin de toute une vie où on va chercher des choses qui nous engagent ou qui nous font plaisir. Et pour ça, il faut de la curiosité envers soi et envers les autres. Et la permission et la communauté. Mais la curiosité reste notre outil principal. Curiosité, se donner la permission et vivre en communauté. Oui. Voilà. Pour donner la permission. Ne pas s'isoler. Oui. Pour donner la permission aux autres d'oser. Voilà. Parce que c'est les autres qui vous donnent la permission et c'est vous qui donnez la permission aux autres. Et c'est pour ça qu'être entre femmes, c'est important. C'est de se donner la permission de dire, bah, tu sais quoi? En fait, tu vas la demander, cette augmentation. T'as raison. T'as réussi. C'est à toi de la demander. Vas-y. C'est des permissions comme ça qu'on doit se donner. Et arrêter de se dire, le triomphe doit être humble, on doit rester, on attend qu'on nous pose une couronne dans les entreprises. Non. On y va maintenant. On y va, on est badass. On est badass pas dans le sens bitch, on est badass dans le sens on est en pleine possession de notre pouvoir et d'oser être qui on est. Oui, d'ailleurs dans votre média, vous dites que c'est le média sexy des femmes de plus de 45 ans. C'est important le mot sexy du coup. Parce qu'en fait, on voudrait qu'on soit ça a du sens. Mais oui, parce qu'en fait même ce terme de badass, c'est pas un terme c'est pas dans la violence, c'est dans le terme de j'accepte tout ce qui vient avec mon expérience. Et je suis heureuse d'y aller et j'ai pas peur. En fait, qu'est-ce qui peut se passer? On a comme dire, il y a un proverbe, c'est on a déjà le non, alors allez chercher le oui. Exactement. Voilà. Alors justement, moi je demande à mes invités, c'est un petit rituel, d'apporter sur le plateau un objet qui pour eux fait sens. Qu'est-ce que vous nous avez amené? Alors j'ai emmené 2 objets. Alors j'explique pourquoi, parce que j'ai pas. On va le montrer à la caméra parce que c'est des petits. C'est des petits. Alors il y a un Britney Spears. Attendez, hop, You Better Walk Bitch. C'est un petit carnet dans lequel j'écris et là c'est un journal. Alors je vous explique. En fait, quand vous m'avez posé cette question, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'en fait moi j'ai déménagé beaucoup. Hein. J'ai fait pas mal de choses. J'ai vécu aux États-Unis, au Canada, dans plusieurs villes, etc. Et en fait je me suis rendu compte que je garde rien. En fait je garde rien, même de mes enfants. Je garde des petits trucs, mais je suis pas. Et je me dis la seule chose que j'ai gardée vraiment de mon enfance, c'est ça. C'est le premier journal que j'ai fait en 5e. Ah c'est génial. C'est mon journal où j'étais rédactrice en chef qui s'appelle Hello. Et là c'était la cause, c'était pas les femmes, c'était les animaux. Et donc j'avais fait des enquêtes sur des animaux et puis j'avais mis les paroles de Beat It et de Comme toi. J'avais fait même un hit parade. Il est joli ce. Ouais, j'avais fait même un hit parade et j'avais imprimé sur un des premiers Mac, je crois qu'il existait parce que mon père avait ça. Et donc je me suis dit tiens c'est marrant, c'est quelque chose qui m'avait rendue heureuse à l'époque d'enquêter, de mettre des choses et de distribuer. Je me rappelle, j'avais distribué, voilà, et j'avais créé mon propre magazine. Alors en 5e, qu'est-ce que ça symbolise ça aujourd'hui? L'engagement et la curiosité. Et du coup ça c'est mes petits cahiers, j'en ai plein, ils sont remplis mais très mal écrits. Et ça, c'est l'écriture qui continue d'une façon différente. Alors, donc sur ce cahier, il y a marqué You Better Work Bitch. Ouais, c'est Britney. Généralement, j'adore mes cahiers Britney. J'adore Britney. Ouais. Et donc, en fait, c'est rempli. C'est très mal écrit. Je vous explique pourquoi. Parce que ça, c'est un journal qui est destiné donc à l'extérieur où j'enquête et voilà, c'était pour mes camarades d'école à l'époque en 5e. La vocation déjà. Voilà. Très tôt, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a quelques années de ça. C'est faire mes 3 pages du matin. Tous les matins, j'écris pour moi. En fait, c'est ma façon de déverser, de me libérer mon cerveau et en même temps de clarifier ma pensée. Et donc, je fais ce qu'on appelle les 3 pages du matin. Donc, tous les matins, j'écris 3 pages qui sont pas. C'est pas justement, c'est pas à relire. C'est des choses qu'on relit pas. Donc, tu vois, l'écriture, elle est vraiment, c'est terrible. Mais c'est pas pour relire. C'est et c'est quelque chose qui est. Alors j'ai lu ça chez Julia Cameron qui a écrit un bouquin sur libérer, ça s'appelle Libérer votre créativité. Mais beaucoup de gens le reprennent. En fait, ça te permet de sortir tes poubelles psychiques aussi. Ça veut dire que tu te réveilles le matin, les pensées du matin, un peu toxiques, parasites. Tu déverses tout. Et en fait, parce que tu sais ce qu'on sait, vous savez ce qu'on dit, hein, les soucis, c'est généralement le passé ou le futur, c'est jamais le présent. C'est vrai. Donc en fin de compte, qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te réveilles? Tu déverses tout. Le passé, le présent, c'est des choses qui viennent généralement, qui vont pas généralement arriver. Tes soucis, généralement, ce que tu crois être tes emmerdes à venir ne seront pas tes emmerdes à venir. Mais par contre, tu les poses sur un papier, ça y est, c'est fait. Et c'est efficace, ça marche vraiment. Tu fais 3, et puis surtout, ça te permet de te connaître. Ça te permet aussi de savoir des choses sur toi, ça te permet de creuser. Bien sûr, bien sûr. Et ça, ces 3 pages du matin, qui sont assez connues, et pas mal de gens en font, c'est voilà. Donc, j'ai plein de cahiers. Donc ça, c'est moi en 5e, et ça, c'est moi aujourd'hui, en fait. Alors, quelle différence entre les deux, Ronit? En fait, je continue la curiosité et l'engagement envers les autres. Ça veut dire trouver le sens
chez les autres, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut, c'est qu'à la fin de notre vie, on se dise, j'ai fait sens, quoi, j'ai fait quelque chose qui Bien mérite sûr. d'être vécu. Et puis continuer l'introspection en soi, parce que je pense que la solution de pas mal de problèmes en général dans notre société, elle vient de la réparation de soi de chacun. C'est-à-dire si chacun était plus bienveillant, comme tu dis, si chacun avait une autre image de l'autre, si chacun comprenait que l'autre était comme lui et aussi dysfonctionnel que lui, et qu'il avait autant de circonstances atténuantes et autant de choses à comprendre, et ben ça irait mieux. Il y a ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. C'est généralement on a tendance à nous s'accorder des circonstances atténuantes. Dans notre cerveau, c'est un billet, et les autres à les relier à leur caractère. Par exemple, t'arrives en retard, bah ouais, mais t'es un retardataire, c'est normal. Non, il peut avoir un problème sur la route. Moi, c'est marrant, c'est l'inverse. Je trouve des circonstances atténuantes aux autres, mais pas à moi. Ah bah ça c'est beau. Mais non, mais tu vois, bah voilà. Ben, peut-être que t'as pas besoin de faire ce travail sur toi, mais c'est vrai sûrement, que mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant parce que si on creuse en nous et si on découvre en nous notre vulnérabilité, on va poser un regard beaucoup plus doux sur les autres, beaucoup plus compréhensif. Et en fin de compte, on va comprendre qu'on est tous pareils, quoi, en fait. Oui, on a tous les mêmes problématiques à travers les âges finalement. Exactement, c'est vrai. Toi, Ronit, alors du coup, je te tutoie. Est-ce que tu as un rôle modèle, une femme justement de 45-50 ans qui t'inspire au quotidien? Waouh, j'ai beaucoup de rôles modèles. Hein. Mais s'il fallait en choisir qu'une. Waouh. Alors là, c'est très compliqué. Quelqu'un qui est inspirante pour toi. On va élargir, c'est pas forcément une femme. J'adore Brené Brown aux US. Connais pas. C'est une sociologue qui a fait des années de travaux sur la honte. D'accord. Et qui a fait une TED Talks fantastique. J'ai tellement j'aime beaucoup. Il y a des auteurs que j'adore. Il y a des, c'est compliqué. Hein. Moi, Mais quelles sont les femmes qui t'inspirent au quotidien? On va dire peut-être quel type de personne, sans peut-être parler de quelqu'un, mais quel type de personnalité, à quel type de qualité tu es sensible? Ah, moi, je suis très sensible aux personnes qui comprennent que tout peut recommencer. Et c'est ça aussi le second acte, qu'on peut tout recommencer, que rien n'est joué en fait, que tout peut se replacer, donc des personnes qui ont rebondi plusieurs fois, qui ont eu plusieurs vies, qui ont osé déplaire. Moi, j'adore Viola Davis quand elle dit le plus grand job des femmes, c'est de déplaire et de décevoir. C'est votre plus grand job. Ça m'intéresse. Comment Viola Davis, cette actrice, elle m'intéresse dans sa force et sa motivation. Elle me montre un chemin. Il y a plein de femmes en fait qui me montrent à chaque fois je peux lire du Virginia Woolf et être sous l'emprise de la force des choses. En fait, moi, j'adore aller chercher chez plein de femmes leur façon de fonctionner, leur façon de faire fi aux injections, la façon de créer donc en fait c'est plutôt un sorte de patchwork de plein de femmes. Patchwork de plein de femmes et moi je vais chercher dans les héroïnes oubliées, j'adore aller chercher dans les héroïnes oubliées, j'adore aller chercher dans les héroïnes de la Bible aussi, raconter leur histoire différemment. Voilà, il y a pas une femme parce que justement c'est tellement pluriel. C'est tellement pluriel, il y a plein, il y a Barbara Streisand, il y a des femmes qui ça vient de la littérature, de la psychologie. Cynthia Fleury, je l'adore. Elle revient beaucoup, Cynthia Fleury. Ouais, parce je vais aller regarder. Là, par exemple, j'ai assisté à des conférences de Clotilde de Guise, plus sur la psychanalyse et qui a écrit beaucoup de choses en psychanalyse que j'aime beaucoup. De toute façon, on sent que vous êtes quelqu'un de passionné et finalement, à chaque fois que vous découvrez quelque chose de nouveau et qui vous inspire, ça devient votre leitmotiv jusqu'au prochain. Parce qu'en fait, tout fait sens. En fait, ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont travaillé sur des sujets, ils ont travaillé sur les sujets qui nous concernent tous, en fait. C'est universel. Donc, en vérité, il peut y avoir une chanson de Souchon qui dit la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, qui m'inspire autant que Virginia Woolf. En fait, si vraiment on s'amuse à aller chercher à être curieux, il y a plein de pistes. Vous parliez de Leonard Cohen, je crois qu'il dit que dans l'une de ses chansons, c'est par les failles que passe la lumière. Voilà, exactement. Donc ça a du sens aussi. Mais Britney peut m'inspirer aussi, bien les Rolling Stones aussi. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personne qui a travaillé sur soi a des choses à dire. Bien sûr. Là, je découvre Ethel Soum qui a écrit un carnet pendant la guerre avant qu'elle soit tuée dans les camps. Elle avait une façon de trouver la joie même dans les camps de concentration. Ça m'inspire. Je veux voir comment, voilà, si on est curieux,
Les gens qui ont travaillé, qui ont écrit des livres, écrit des chansons, fait des études, ils ont des choses incroyables à nous Oui, révéler. dans votre travail, j'ai l'impression, vous recherchez donc le côté combatif et positif, Ouais. et aussi à recréer du lien et de la joie. La joie, exactement. Ouais, ça se ressent. Exactement. Ensemble, créons de la joie. Ah ouais, absolument. Et justement, là, vous travaillez sur un concept, j'y repense, de documentaire, Ouais. où justement vous cherchez à créer du lien par la nourriture. Entre dans des pays en guerre, dans absolument, des pays en guerre. Ouais, parce qu'en fait, ça procède aussi de cette même démarche. Exactement. Mais vous savez, ça procède. Quand j'ai interviewé, j'ai fait un documentaire avec des femmes soldates pour M6, et en fait, je me suis rendu compte qu'elles avaient le courage, c'était pas de pas avoir peur. Tout le monde a peur, même les soldats. C'est la vulnérabilité. Et aller chercher cette vulnérabilité-là, que ce soit chez les chefs ou chez les soldats ou chez tout le monde, en fait, quand quelqu'un s'approche de sa vulnérabilité, c'est là qu'il délivre les clés les plus fortes. Parce qu'on est là, parce qu'en vérité, on est tous vulnérables, et c'est ça qu'on a le moins étudié. Et c'est pourtant ça qui est notre force la plus puissante. Et la joie, elle vient de la vulnérabilité aussi. Beaucoup de choses viennent de la vulnérabilité. C'est-à-dire, en fait, la joie, c'est d'accepter que les choses sont comme ça et qu'elles pourraient un jour dérailler, ne pas être là, mais être joyeux sur le moment. Et c'est une vulnérabilité de se dire, ce qui m'importe, c'est le maintenant. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est que le présent, comme son nom l'indique, est un cadeau. Exactement. Exactement. Donc il faut se concentrer sur ce qu'on vit sur l'instant. Exactement. Mais c'est un travail quotidien. Exactement. De pas être dans le passé ni dans le futur, mais être dans l'instant qu'on vit. Exactement. Bon. Il y a peut-être un psychologue que vous devez connaître qui s'appelle Arthur Aron, qui en 1997 a établi un questionnaire d'une centaine de questions qui devrait permettre à des gens qui ne se connaissent pas de créer plus de proximité entre eux. Et ce qu'on dit, c'est aussi à terme, entre un homme et une femme, de tomber amoureux, de par les questions qu'ils se posent. Alors moi, justement, j'ai sélectionné une dizaine de questions de ce questionnaire, et je vais vous demander de choisir un chiffre entre 1 et 11 c'est beau, ça. qui correspond à une question. Alors, je ne connais pas Arthur Aron. Voilà, c'est un psychologue américain. Alors, 7. Le 7. Quelle est la plus grande réussite de votre vie? Ah, mes enfants. Pourquoi? Parce que je les adore. Mes enfants, mes petits-enfants. Vous êtes maman de 3 enfants, je crois. 3 enfants, ouais. Ils ont quel âge? 30, 27 et 16. Et ils le savent, ça, que c'est votre plus belle réussite? Ouais. Bah oui. C'est beau, en tout cas. Bon, super. Alors moi, j'ai pris aussi l'habitude de conclure l'émission. J'ai un petit rituel avec le livre du Fortune Cookie. Alors, c'est que des citations positives et inspirantes. Ouais. Donc, je demande à mes invités de se concentrer sur ce qui les préoccupe sur le moment et d'ouvrir le livre à une page. Et normalement, vous allez tomber sur une citation qui va vous faire du bien. Oh, la chance vous suivra où que vous alliez. C'est beau. Plaît. C'est un beau mantra, ça. Ouais. Très bien. C'est important, la chance. Je prends. Bon, bah, super. Merci beaucoup, Ronit. C'était un plaisir. Alors, évidemment, on aurait voulu que ça dure beaucoup plus longtemps, mais voilà, l'heure est passée à une vitesse impressionnante comme à chaque fois. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, la semaine prochaine, je recevrai un autre invité tout aussi inspirant. Alors, je compte sur vous. Merci. Merci beaucoup.